Moi, je suis Christian Montréal, agriculteur, producteur de lait en Haute-Savoie et aujourd'hui président d'Agriculteurs en colère. Voilà, donc une association qui regroupe sur les produits de formation sectorielle, principalement de gens, Il y a eu un documentaire sur la France des classiques. Un carton. Non, il y a Kevin de la Cameron, c'est lui qui parle. Il est là-bas, il est là-bas. Avec le boulot là, avec le boulot là-bas. Kevin Comme hier. Tu parles au nom de la serre, Kevin. Gasoil, expérimentant en tant que secrétaire des entreprises françaises artisanales, simplement en train à cause Ça veut dire que ou on change collectivement le modèle, ou déjà le gouvernement déjà de nous entendre pour qu'il puisse nous écouter sur les solutions que nous on a à apporter, et après on fait une table rase et puis on en discute et on se calme tout simplement et on reconstruit. Ça augmente le production de la Bonjour madame. Bonjour monsieur. Alors pouvez-vous nous présenter succinctement qui êtes-vous et que représentez-vous? Je suis Elisabeth, je représente l'association Piebiem, préserver l'identité environnementale de Bretagne Sud et des îles contre l'éolien en mer, et en particulier parce que l'éolien en mer est, je dirais, une vraie plaie pour les pêcheurs artisans, puisqu'elle les chasse de leur zone de travail, de leur zone de pêche. Mais aussi pour beaucoup d'activités d'artisanat liées à, je dirais, aux activités nautiques. Et là, donc, la Bretagne Sud et même la Bretagne en général est particulièrement concernée par ces projets qui sont à des coûts astronomiques, qui ne fournissent pas une électricité capable de réindustrialiser le pays et sur lequel il y a beaucoup d'informations qui ne sont pas mises sur la table. Il y a les conséquences économiques qui sont désastreuses, il y a les conséquences sur la biodiversité, la vie faune, les biodiversités marines, et ça c'est aussi je dirais, quelque chose qu'il faut mettre en avant. On parle de l'éolien flottant, mais malheureusement l'éolien flottant ils le mettent près des côtes. Donc en fait, on n'en tire absolument pas le bénéfice, la technologie n'est pas mature, elle est hors de contrôle d'un point de vue de ses coûts. Voilà, donc là on est là pour soutenir les pêcheurs artisans et tous les artisans lourdement impactés par l'éolien en mer en général, et puis par le coût qui sont liés à ces énergies. Là on a fait un chiffrage tout ENR, 86 milliards d'euros. D'où vient le chiffre madame? Bah écoutez, le chiffre il est basé sur des rapports de la Cour des comptes, de divers think tanks, je dirais, qui ont pignon sur rue. Lesquels par exemple? Alors, une ou deux comme ça? Le comité énergie de l'Académie des sciences, le think tank Cérémé, par exemple, entre autres. Voilà. Ça c'est pour l'aspect économique. Donc d'après vous, c'est l'inutilité très chère, elle coûte cher et c'est inutile. Grosso modo, c'est ça. Voilà, c'est largement inutile. C'est pas que nous qui le disons, c'est aussi l'Académie des technologies et l'Académie des sciences qui expliquent qu'à l'horizon 2035-2040, si la consommation reste ce qu'elle est, on n'a pas besoin d'énergie supplémentaire. Voilà, donc nous on est convaincus qu'il faut se battre contre le réchauffement climatique. Là-dessus on est à fond, mais l'éolien en mer est une énergie dont on ne mesure pas et on ne dit pas, on ne communique pas sur ses externalités négatives et sur la réalité de ses coûts. Le recyclage notamment des structures dans une quinzaine d'années, je crois que c'est 15 ans à peu près la durée de vie de ces éoliennes. Oui, 20 ans peut-être, mais c'est des durées de vie qui sont courtes. Les pales ne sont que partiellement recyclables, donc il y a toute une, je dirais, une durabilité qui n'est pas au rendez-vous avec cette technologie. D'accord. Est-ce que ça a une répercussion sur les poissons, sur la faune en fait? Absolument. Et ça, c'est assez peu connu, mais il y a un certain nombre d'études, et en particulier sur l'éolien flottant,
je dirais, il y a des phénomènes d'infrason qui ont des impacts sur les mammifères marins. Il y a tout. Ça passe comment? Est-ce que ça les éloigne? Est-ce que ça les blesse? Qu'est-ce que ça fait? Ah bah je dirais ça les désoriente, donc ça fait des échouages en ce qui concerne tout ce qui est les poissons, les mammifères marins. L'avifaune, les oiseaux, ces parcs sont situés dans les couloirs de migration. Donc ce sont des éoliennes qui font plus de 300 mètres de haut, 340, avec une garde très basse. Donc ce sont des véritables hachoirs à oiseaux. Ces parcs sont éclairés la nuit, donc je dirais, il y a certaines espèces que ça attire et qui vont, je dirais, être détruites, alors que les animaux marins sont très fragiles, sont à protéger. Bien que le parc de Saint-Brieuc, c'est une autorisation de destruction de 59 espèces protégées. Y a-t-il un programme de recyclage public de ces éoliennes dans environ 15-20 ans? Est-ce que vous êtes au courant? Est-ce que c'était prévu pour comment vous allez les recycler? Comment les autorités vont les recycler? Qui va payer? Bon, nous, a priori. Et comment? Alors, on a assez peu d'informations sur ce recyclage. Déjà, on sait qu'il ne peut pas être complet puisque les pales ne sont pas recyclables à 100%. Voilà, donc on attend là-dessus aussi une information éclairée et transparente sur ce recyclage. Bien. Mais en tout cas, il n'est pas au rendez-vous. Et alors, en particulier sur les câbles, parce que c'est énorme, l'éolien flottant, c'est énormément de câbles. Et ce qu'on nous dit, les câbles, on les retirera si on peut. Voilà, donc on n'a même pas une garantie de repli de ces zones industrielles. De quoi sont constitués ces câbles en fait? Quelle est la matière? Est-ce que c'est de la fibre optique? Est-ce que c'est du cuivre? Qu'est-ce que c'est? Bah oui, il y a pas mal de cuivre dans ces câbles. Enfin, donc moi je vous conseille de regarder. On a un site extrêmement comment dirais-je, sérieux et je dirais avec beaucoup de données argumentées. Donc là-dessus, vous trouverez les explications. Quel site alors? Le site de l'association PBM, préserver l'identité environnementale de Bretagne Sud contre l'éolien en mer. Et ben voilà. Un mot de la fin, madame? Bah écoutez, il fait beau et il faut se battre et on est heureux que je dirais que les artisans, qu'il y ait cette mobilisation. Eh ben vous êtes une vraie pro là. Merci. Évidemment, là aujourd'hui, vous êtes agriculteurs, il fait beau et il est beaucoup bien longtemps parce qu'ils sont aussi en train de faire des points. Et aujourd'hui, cette solidarité qui est en train de se mettre en place, surtout au niveau des responsables, c'est urgent de prendre des décisions parce qu'aujourd'hui, les décisions qui infectent aujourd'hui le consommateur, évidemment, ils vont exploser dans un an et dans un an, vous savez, pour moi, ça sera plus les mêmes politiques. Non seulement l'inaction, mais la petite semaine. Je vais prendre un seul exemple. Depuis 2 mois, est-ce que vous avez entendu parler des biocarburants? Les biocarburants aujourd'hui, tout de suite, du colza, vous avez vu des champs jaunes dans les champs, vous avez du maïs, vous avez du sucre, on sait en produire tout de suite. On sait aujourd'hui tout de suite combler le problème pour pas trop augmenter les énergies fossiles. En plus, c'est des énergies qui sont respectueuses de l'environnement. Pourquoi on n'aborde pas le sujet depuis 2 mois? Pourquoi? C'est très simple. On a les plus grosses usines d'éthanol dans le nord de la France, justement dans ma région. On a aujourd'hui des camions qui roulent au biodiesel. On a des bus qui roulent au biodiesel. Pourquoi on n'aborde pas le sujet pour le commun, pour chacun des consommateurs d'entre nous? Donc ce qu'on veut, c'est mettre autour de la table tout le monde, trouver des solutions qui plaisent à tout le monde, des solutions durables, mais des solutions efficaces tout de suite. Mais nous dire que ça va aller mieux demain et de dire comme la porte-parole, de dire non on fera rien, puis maintenant on fera quelque chose, puis après on va refaire quelque chose, puis on verra demain, puis après si vous faites 15 km vous aurez quelque chose, si vous en faites 14 vous aurez rien, c'est de la petite semaine, c'est de la politique de l'autruche. Et ça on en veut plus. Merci monsieur Lévard. Merci beaucoup. Merci à vous. Le Moyen-Orient avec les éoliennes, sont la Russie avec qui se sont engagés et l'Amérique, donc les États-Unis avec qui, avec 25% des taxes des voitures, nous ne sommes pas vraiment en super bon dialogue aujourd'hui. Il faut qu'on fasse urgemment une solution. Avec des bien spécifiques et avec c'est toujours bien calculé pour les Dilettante parisien. Militante parisien. Non, le dilettante parisien. C'est la gloire. Bonjour monsieur. Bonjour. Je veux savoir qui vous représentez exactement. Patrick Legras, je suis vice-président de Réveil des Terroirs, qui est une association qui regroupe l'ensemble des professionnels agricoles, boulangers, transporteurs, pour justement trouver des solutions à notre société qui ne prend pas suffisamment en compte ceux qui bossent.
D'accord, c'est une association informelle ou qu'est-ce qui a motivé le regroupement de telles activités différentes? Parce que pêcheurs, boulangers... les mêmes problèmes conjoncturels, c'est-à-dire l'excès de loi, l'excès de réglementation, les problèmes énergétiques, le désintérêt complet de trouver des solutions à court et moyen terme. Donc du coup on s'est associés et on a depuis 3-4 mois, on est en train de se battre et d'échanger nos éléments. Et le but c'est de faire des propositions communes pour trouver des solutions durables rapidement. Parce que là on se rend compte qu'on est tous de plus en plus taxés, on est tous de plus en plus contrôlés, on a tous de plus en plus de problèmes pour survivre à ce système français très complexe en fait. C'est la campagne qui renacle face aux taxes et manque de considération perçue des autorités alors? Non seulement le manque de considération, mais le manque de solutions. C'est-à-dire que nous, on peut proposer des solutions et on n'est pas écouté. Aujourd'hui, c'est essentiellement les cols blancs, les gens de la région parisienne, on n'a pas de problème avec eux, mais qui vivent leur société à leur rythme et vers leurs contraintes et leurs contrôles. Et ça peut plus continuer et on est toutes les professions le même problème. Vous avez parlé, je vous avais entendu discuter de bioéthanol et puis des différents remèdes et recours. Aujourd'hui, ce qu'on ne comprend pas, c'est que les écologistes de l'agriculture traditionnelle, les écologistes sur le dos en permanence, et lorsqu'on parle de bioéthanol, de bioénergie, on est très peu suivi, on est très peu relayé. Donc il y a un manque de considération, un manque de logique, et c'est pour ça qu'on le dit, en éthanol, dans les plus grosses usines dans les Hauts-de-France, moi je suis originaire des Hauts-de-France, on sait tout de suite, on a du stock, on sait tout de suite produire immédiatement pour utiliser moins d'énergie fossile, personne n'en parle depuis 2 mois. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Qu'est-ce que vous pourriez produire en masse pour produire le bioéthanol? Avec du colza, on fait du biodiesel. Il y a des bus et il y a des camions qui roulent avec. Et avec du maïs et avec du sucre, des betteraves, on sait faire immédiatement plus d'éthanol qu'on peut intégrer, comme dans des pays comme en Amérique du Sud, qu'on peut intégrer immédiatement dans nos véhicules. N'avez-vous pas peur d'influer sur les cours des céréales? Vous avez parlé de colza, de créer des déséquilibres par exemple? On est au cours mondial, qu'est-ce que vous pensez que font les autres pays en ce moment? Il n'y a que l'Europe qui n'en veut pas. Aujourd'hui, les autres pays, ils sont immédiatement partis sur des solutions de bioénergie qui sont durables. C'est-à-dire que chaque année, on met du maïs, chaque année, on met du colza, chaque année, on met des betteraves. Et aujourd'hui, on va fermer des usines en betteraves alors qu'on a des solutions pour utiliser immédiatement beaucoup plus d'éthanol. Donc, on marche sur la tête. Tout ça pour vendre que de l'électricité. Est-ce que vous avez absolument... Okay. Ah bon. Tout à l'heure. Apparemment, vous avez mis le paquet côté médias. Hein. Il y a plus de médias que de manifestants. Je vous dis, après les agriculteurs, les gens, ça se comprend. Ce qui est con, c'est les pêcheurs. Parce que d'avoir une pression pour pas venir, c'est honteux. Quelle pression? Ils ont dit que s'ils avaient fait ça, ils n'auraient pas d'aide à GNR. Ils auraient des contrôles et tout ça. C'est le président des producteurs qui me l'a dit. Et là-bas, l'UFPA, c'est lui le président. Donc ils sont être beaucoup plus nombreux et ils sont tous... On est propriétaires de Paris. C'est un peu comme hier, hein. Il paraît qu'il y avait que 13 000 manifestants et d'habitude on est sur 100 000. Il y a le groupe AXA, il y a le Crédit Agricole. Bon, après ça marche pas avec tout le monde. Là. Mais de plus en plus, ils sont des multinationales. N'oubliez jamais que les agriculteurs, il y a 31 millions d'hectares, il y a 27 millions d'hectares à la PAC, on est plus de 400 000 agriculteurs. L'agriculteur, c'est l'entretien du territoire, mais la nourriture, c'est la santé. La nourriture, c'est la santé. Donc là, on est en train de perdre. Il y a plusieurs corps de métier qui sont représentés ici les nourritures pour plus ou moins. La même chose. Là, on va pas parler d'honneur. Baisse du prix pour un carburant. Et pour en parler, vous l'avez dit, je suis avec un agriculteur, c'est une autre mobilisation. C'est une énième mobilisation pour le baisse du carburant, mais pas seulement. C'est une énième mobilisation des agriculteurs qui vont mal depuis 3 ans. C'est une énième également la mobilisation parce que on n'a toujours pas trouvé de solution et tout ce qui a été fait depuis aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui, c'est des pécadilles. Alors ce qui est grave aujourd'hui avec le problème de l'énergie, c'est qu'on est touché, mais ça va toucher l'ensemble des consommateurs. Pourquoi? La première chose, il faut savoir qu'en ce moment, là, mon fils est en train de faire des pommes de terre. Nous, on utilise au niveau du gasoil à peu près 1000 litres jour. 1000 litres jour, on était à 0,66 au mois de janvier
là on l'achète à 1,25, je ne fais pas de dessin, nous donner 15 centimes ou 18 centimes, c'est ridicule. Ça c'est un premier point. Le deuxième point, il faut savoir que pour faire pousser nos cultures, on a besoin d'engrais. Le gaz aujourd'hui il augmente, il va encore augmenter, et les sources de gaz, il n'y en a que 3. Il y a le Moyen-Orient avec qui on est en guerre, on a la Russie avec qui on est en guerre, et on a les États-Unis, et on l'a vu hier avec les taxes qui ont été mises sur les voitures, on est mal aussi avec eux. Donc cette année, à 80%, ça va à peu près bien se passer, malgré l'augmentation, puisqu'on est passé de 350, 380 à près de 500, 520 euros la tonne. Mais pour l'année prochaine, non seulement il y a un problème de prix qui va encore augmenter si une Brent augmente, mais en plus, on n'aura même pas les volumes, parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucun accord de fait pour nous fournir cet engrais. À titre d'information, il faut que le consommateur il sache, il faut à peu près 800 mètres cubes de gaz pour faire une tonne d'engrais. J'utilise 5 à 600 kilos de l'hectare. Donc c'est dramatique pour nous actuellement, et on n'a que des solutions à très très court terme en disant ça va s'améliorer. Et moi, quand on dit ça va s'améliorer, je préfère entendre le président de Total qui dit que ça va durer des années que nos ministres qui disent ça va aller mieux, peut-être que. Donc voilà, c'est dramatique, c'est plus que dramatique, et c'est pour ça qu'on a fait avec Réveil des Terroirs une association avec beaucoup de corps de métier. Vous avez le collègue boulanger, vous avez des bouchers, vous avez là plus loin des transporteurs, parce qu'on est tous dans la même galère, on n'a pas de solution, on a des solutions la petite semaine. Vous voyez, il y a également d'autres organisations qui sont représentées. On a dit les boulangers, mais également les chasseurs de taxi qui demandent également une baisse du prix du carburant. Tous les économistes réalistes le disent. Hop. Donc je renchaîne sur les besoins en eau potentiels pour votre colza ou vos betteraves afin de produire du bioéthanol. Aujourd'hui, il faut savoir en général, les cultures implantées à l'automne ont beaucoup moins de besoin d'eau que les cultures importées au printemps. Donc le colza, évidemment qu'il faut de l'eau pour l'implanter, mais c'est une plante qui demande beaucoup moins d'eau que des cultures de printemps comme les pois légumes, comme les betteraves ou comme les maïs. Donc c'est vraiment pas un souci pour produire du colza. Le seul souci, ou un des seuls soucis, c'est la suppression de certains insecticides qui empêchent justement d'avoir des rendements, on va dire, corrects. Et ça, c'est bien aussi un problème franco-français de nos chers écolos parisiens. Comment on traite nos voisins, européens, comment traitent-ils ce problème de... Ils ont des produits qui sont autorisés que la France a voulu supprimer grâce à l'ANSES, grâce à Madame Pannier-Runacher, grâce à tous ces gens qui ont une certaine idée de l'écologie punitive pour l'agriculture. Mais c'est pas le problème aujourd'hui, c'est un des problèmes, mais aujourd'hui on ne comprend pas que ces mêmes personnes qui sont contre la pollution, qui sont contre les produits phytosanitaires, préfèrent aller chercher de l'énergie on ne sait pas où, alors qu'on peut produire nous-mêmes des biocarburants qui sont respectueux de l'environnement, qui sont naturels et qui sont des produits qui peuvent être faits tous les ans. Donc on ne comprend pas ce double langage de nos chers ministres ou ex-ministres. Avez-vous des groupes de pression qui œuvrent en votre faveur vers la Commission européenne, parce que c'est elle qui décide in fine, hein? En notre faveur, contre notre profession, il y en a un paquet, puisqu'il y a quelques milliards qui sont donnés par la Commission européenne à tous ces écolos, donc chose qu'on n'arrive pas à avoir quand on défend nos professionnels ou nos professions. Donc non, on a beaucoup plus de gens contre nous qui sont pour les importations que des gens qui sont pour la production française. N'est-ce pas un problème justement de vos corps de métier qui n'ont pas su avoir un vrai écho, une vraie pression, force de pression sur les politiques, hein? Et c'est pas qu'on n'a pas su, c'est que monsieur, je suis désolé, mais on travaille. On n'est pas payé comme les ONG à faire chier les autres. Et nous, c'est en plus de notre travail. Donc je suis désolé, mais oui, on a moins de temps que ces gens-là. C'est un problème, comment comptez-vous le régler? On va s'en occuper, et c'est pour ça qu'on est en interprofession à énormément d'autres personnes pour justement mettre des moyens en commun. Faire nombre. Une dernière chose à préciser? Non, la seule chose, c'est que ce que l'on souhaite, c'est qu'en général, l'ensemble des médias soient plus neutres et soient plus objectifs. Plutôt qu'aujourd'hui, nous, le but vraiment, c'est pas de critiquer ce qui a été mis en place, c'est uniquement de construire et de donner et de proposer des solutions, et pour l'instant, on n'est pas entendu. Mais vous savez très bien que la plupart des médias ne sont pas neutres. Ils sont payés, pour donner la propagande. C'est pour ça que depuis toujours. Hein. C'est pour ça que je vous dis qu'il faudrait que ça s'améliore. Merci. Bonjour monsieur. Vous faites partie de la manifestation. Qui représentez-vous exactement? Moi je suis agriculteur indépendant parce que je ne suis pas syndiqué, donc Philippe Grégoire, agriculteur auprès d'Angers. Et puis je donne un coup de main à une association d'agriculteurs en difficulté, SAMU Social Agricole. Et donc je suis venu les soutenir parce que j'ai compris depuis longtemps que si on n'avait pas une énergie peu chère et abondante, il n'y a aucune industrie qui tiendra, aucun pêcheur, aucun agriculteur. Alors on a perdu notre industrie, il va falloir réindustrialiser le pays.
pays, si on veut retrouver un produit intérieur brut digne de ce nom, et puis des Français qui ont des salaires, et non pas qui sont perfusés au RSA ou à la prime d'activité. Donc pour ça, il faut créer de l'activité, hein, donc il faut réindustrialiser, donc il faut une énergie peu chère et abondante. Oui, pour faire un cercle vertueux. Un cercle vertueux. Et pour l'agricole, il faut sortir des prix agricoles. Il ne faut pas de prix agricoles, il ne faut pas les subventions de la PAC. Il faut en sortir par étapes. Parce qu'en fait, les prix agricoles, c'est des prix mondialisés. Il faut revenir à un prix de souveraineté nationale. Ça implique en fait des embargos sur certaines productions. Alors, ça implique de la coopération. Ça implique de la coopération entre les États, ou ça implique un gros mot qui s'appelle le mot protectionniste. Voilà. Oui. Mais sans quoi, tous les pays dans le monde qui ont pratiqué le libre-échange, vous pouvez regarder, vous pouvez écouter tous les grands économistes, tous les pays dans le monde qui ont appliqué la théorie de Ricardo des avantages comparatifs, ils ont tous été ruinés les uns après les autres. Tous sans exception. Et là, on est à la fin du modèle capitaliste, il est en fin de vie, il est en train de mourir, mais il fait du dégât. N'est-ce pas cyclique en fait, parce que certains qui ont appliqué le libéralisme peut-être excessif ont eu une courbe ascendante avant d'avoir des gros problèmes sociaux. Oui, sur une petite période, ils ont eu une courbe ascendante sur le dos des autres. Il y a toujours un perdant, quelle que soit la chose. Voilà. Donc il faut un système de coopération entre les États, que ce soit pour l'énergie, les produits agricoles ou le reste. Et après, une économie, on ne peut jamais la réguler. Hein. Totalement, celui qui pense que tout le monde peut avoir le même salaire, ça c'est un rêveur, ça n'existe pas. Mais après, il faut faire ce qu'on appelle un rééquilibrage sectoriel. Il y a des secteurs d'activité plus porteurs, les nouvelles technologies, qui dégageront toujours plus d'argent. Il faut un rééquilibrage sectoriel, parce qu'on ne pourra pas vivre sans infirmières, sans aide-soignante, sans femme de ménage, sans médecin. Il faut de tout pour faire un monde. Donc il faut un rééquilibrage sectoriel. Il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait que pour Dassault ou le groupe Total. Il faut qu'ils gagnent de l'argent, c'est important. C'est normal qu'une entreprise gagne de l'argent. Mais il faut un rééquilibrage sectoriel. Je pense notamment au secteur de la santé. Je suis très inquiet pour le secteur de la santé en France, à la vitesse que ça se dégrade. Vous parlez de protectionnisme. Jusqu'à quel niveau voudriez-vous voir instaurer du protectionnisme? Est-ce que le point national, au point de vue européen? Faut reprendre une politique nationale avec une banque nationale d'État et progressivement sortir de l'Union européenne, de l'euro. Il faut une monnaie adaptée à notre économie. Si on chausse du 44, on ne peut pas être dans des chaussures de 48. Il faut adapter notre monnaie pour pouvoir exporter et importer. Il faut que la monnaie soit adaptée à la puissance économique, au produit intérieur brut du pays. Donc il faut reprendre une banque nationale, et les échanges à l'international, il faut les faire sur la base d'un panier de matières premières qu'on va définir, et avec ça on fait des échanges. Et non pas s'adosser sur... Parce que le problème après, c'est la guerre des monnaies. Ils dévaluent le yuan ou ils dévaluent la roupie, et c'est une arme de guerre pour exporter. Mais pour appliquer ça, il faut avoir le pouvoir. Comment comptez-vous avoir suffisamment de force pour faire appliquer ça à une Commission européenne qui n'a rien à faire de vous? Alors le pouvoir, il faut informer les gens, il faut faire de la vulgarisation, et il faut demander un référendum. Il faut repartir de la base du peuple. Voilà. Parce que bien entendu, c'est ni Macron, ni Sarkozy, ni Hollande, ni Chirac, c'est pas ces gens-là qui apporteront la solution. La solution, il faut qu'elle vienne de la base et demander un référendum. Beaucoup de référendums ont été déposés et la plupart n'ont même pas été étudiés. On en a encore vu récemment des exemples. Alors le problème du référendum, c'est celui qui pose la question qui influence la réponse. Donc il faut que ça soit le peuple qui soumette l'idée du référendum et qui pose la question. Il ne faut pas que ça soit les chefs de gouvernement. Parce que dans la question, ils ont déjà préparé la réponse. Et le peuple, en fait, ça ne veut pas dire grand-chose. Il y a des différentes composantes d'un peuple donné et c'est eux qui agissent. La plupart des gens ne souhaitent pas avoir une influence massive ou être portés public. Alors globalement, les gens voient quand même que la population française s'appauvrit. Et globalement, quand même, il y a un mécontentement généralisé. Après, il y a une division, parce qu'il y a beaucoup de partis politiques, et les gens se divisent, mais tout le monde est d'accord que la France s'appauvrit d'année en année. Donc, ce programme politique ne peut pas fonctionner. Oui, mais peu sont prêts à se mobiliser. Nous le voyons tout là. Il y a ici, maintenant, il y a plus de journalistes que de manifestants, par exemple. Alors, nous, on appelle les gens à se mobiliser à travers
le local à travers des gens qui sont ici, comme le réseau Ulcoc, un réseau 100% français, Smart Réseau. Ulcoc, c'est quoi? C'est que les consommateurs, ils se nourrissent le plus possible localement. Et avec les élus doivent mettre en place la souveraineté locale de l'alimentation. 40 millions de repas chaque jour sont consommés en restauration collective. Ça, c'est le rôle des élus. Sur 204 millions de repas qui sont consommés chaque jour en France. Si on arrive à convaincre un consommateur sur 3 ou 1 sur 5 et que les élus font leur travail dans la restauration collective qu'on consomme français, on va déjà résoudre une partie du problème. C'est déjà résolu. Excusez-moi, ça a déjà été résolu, ça fait 20 ans que c'est plus ou moins appliqué dans certaines municipalités. Alors non, c'est pas mis, le local est pas mis en place. Faut reprendre la phrase circuit court. Faut reprendre la phrase de Coluche, il suffit d'arrêter d'en acheter pour plus qu'ils en vendent. Et faut revenir localement, mais attention, ça suffit pas. Il faut que l'agriculteur reprenne sa facture. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que sur les 90 milliards d'euros de chiffre d'affaires de la ferme France, seuls 3 milliards d'euros sont facturés par les agriculteurs. Le reste, c'est l'industrie agroalimentaire qui la facture. L'industrie agroalimentaire contrôle les importations, les exportations, les vides sanitaires et la facturation. Donc globalement, un paysan, c'est un simple prestataire, c'est un producteur de minerais. La facture, elle est faite par Lactalis, par les coopératives, par Bigard, par LDC. Tant que l'agriculteur ne reprendra pas sa facture, il y aura deux oligopoles, la grande distribution, l'agroalimentaire. Le paysan, il restera à 4,50 € de marge nette sur 100 €. Il ne pourra pas gagner sa vie. J'ajoute qu'il y a 2 suicides par jour. C'est pas 1, c'est 2. Ça, je peux vous l'assurer. Donc, c'est une vraie catastrophe. Les gens qui sont censés nourrir la population se donnent la mort. Il y a quand même un problème. Alors, moi, j'ai fait un mandat sous Sarkozy, avec le fameux Bruno Le Maire, et Stéphane Le Foll, et maintenant c'est Macron. Ils n'ont jamais rien fait, ni les uns ni les autres. Quand on allait dans le concret, avec des propositions, ils nous disaient 1, c'est très compliqué, 2, je ne peux rien faire. Quand on passe 1 heure à l'Elysée pour entendre ça, il faut mieux rester dans sa ferme. C'est la Commission européenne qui décide. Alors, la Commission européenne, Ursula von der Leyen, c'est le commandement intégré, c'est le bouton du commandement intégré de la destruction de l'Union européenne. Mais nous, on a des chefs d'État et de gouvernement, libres à nous de reprendre notre indépendance. On a tout à fait le droit de reprendre notre indépendance. On a le droit d'être dans la désobéissance. Vous savez qu'ils ont violé les règles européennes. Dans les traités européens, il est interdit de racheter des dettes des États. En toute impunité, la Banque Centrale Européenne rachète 25% des dettes des États par le biais de la titrisation, par le réseau bancaire. C'est interdit. Ils nous ont demandé l'autorisation? Non. Ils l'ont demandé à personne. Donc nous, on n'a pas d'autorisation à donner. Il faut sortir de ce carcan européen. Point. Dernière série de questions sur les médias en fait. Là vous êtes invité dans les médias, vous avez une grande réputation, une grande familiarité. Oui, vous avez une grande familiarité évidemment pour les traités. Pensez-vous qu'il y a eu une amélioration à ce niveau-là par rapport aux années précédentes? Là j'ai énormément de médias de différents ici, là aujourd'hui par exemple. Oui, je pense que les médias, alors le problème des médias, nous en agricole, on commence à avoir des médias, mais je serais tenté de dire, on a 40 ans de retard. Parce que les médias sont tenus par la FNSEA depuis l'après-guerre. Donc la Confédération Paysanne, la Coordination Rurale, moi je suis indépendant, il y a plein d'associations, le SAMU Social, Solidarité Paysan, j'ai des copains qui ont monté l'association Zéro Clivage. On est extrêmement torpillé au niveau des médias parce que la FNSEA a le pouvoir absolu. C'est pas les médias qui veulent pas nous inviter, c'est la FNSEA qui torpille notre discours et qui nous empêche d'aller dans les médias. Un dernier mot, monsieur? Oui. Le dernier mot, moi je m'adresse aux consommateurs. À travers vos impôts directs et indirects, vous payez 26%. 26% de votre budget va à l'alimentation. C'est pas 13, c'est 26. À travers les impôts, toutes les subventions qu'il y a. Donc moi je vous invite à revenir dans les magasins de producteurs, à vous rapprocher le plus possible dans les fermes. Et vous irez voir ma chaîne Philippe est dans le Pré. On va essayer de vous donner des points de vente pour que vous alliez directement dans les exploitations. Moi je vends pas en direct, parce que je suis plutôt en fin de carrière et je vends pas en direct, mais j'ai plein d'amis qui vendent en direct. Donc moi je vais donner les coordonnées des gens qui vendent en direct, parce que l'agriculteur, s'il reprend pas sa facture,
jamais il pourra gagner sa vie. Il faut que l'agriculteur reprenne sa valeur. Et ça commence par du réseautage. Hein? Et ça commence par du réseautage. Ah, ça commence par... Vous pensez bien que c'est pas Lactalis, c'est pas le groupe LDC qui est le leader européen de la volaille. Il y a 2 acheteurs de veaux en Europe qui ont la main sur le marché du veau, des prix des veaux, avec une plateforme aux États-Unis. 2 acheteurs. À certaines périodes, écoutez-moi bien, on tuait les veaux dans les fermes. L'État nous avait versé une prime pour tuer les veaux. Vous croyez que c'est une politique, ça? Donc les oligopoles, il y en a ras-le-bol. Hein, il faut sortir de ce modèle et il faut que les consommateurs nous écoutent et qui reviennent dans les exploitations. Parce que nous, en agriculture, il n'y a pas de ruissellement. Hein. Vous savez, notre président, il nous a dit qu'il y avait du ruissellement, mais nous, les gouttières sont bouchées. Merci monsieur. Voilà. Bonjour madame, pouvez-vous vous présenter? Bonjour, je m'appelle Manon Bouquin, je suis députée depuis 2024 de l'Hérault, du Parti Rassemblement National. D'accord. Pourquoi êtes-vous là dans cette manifestation? Je suis là parce que je suis aux côtés des travailleurs qui ont envie de travailler, de ceux qui produisent aussi aux richesses de la France. Donc j'ai vu des agriculteurs, des pêcheurs, des boulangers également. En fait, des gens qui bossent beaucoup et à qui on ne leur rend pas beaucoup. Avez-vous une expérience dans un domaine, soit en agriculture, soit la pêche, en quelque chose qui est productif? À titre personnel, non, mais je sais parce que en fait, je suis en circonscription, j'écoute les agriculteurs. Moi, mes circos, elle est 90% viticole, par exemple. Je les écoute tous les jours. Je sais que d'un côté, ils doivent répondre à des normes extrêmement fortes qui forcément ont un impact sur leur productivité, alors que dans le même temps, l'Union européenne va signer des accords de libre-échange avec le monde entier et importer des produits qui ne respectent pas le quart de nos normes socio-environnementales. Évidemment que ce dumping est absolument impossible et le problème de la France, un des nombreux problèmes, mais sans doute le plus gros, c'est qu'aujourd'hui, sa capacité à produire, que ce soit sur le plan agricole ou sur le plan industriel ou même la production artisanale, est complètement annihilée et évidemment que nous perdrons, ça a déjà commencé, mais nous perdrons notre souveraineté tant que nous continuons à perdre notre capacité de production. Que préconisez-vous en tant qu'élu et en tant que membre d'un parti qui a beaucoup de pouvoir en ce moment? Nous, au Rassemblement National, ce qu'on défend bien sûr, c'est un moratoire normatif, en fait, qu'on arrête avec l'avalanche de normes et qu'on arrête aussi avec les taxes, qu'on arrête avec les accords de libre-échange, qu'on fasse du patriotisme économique. Je vous réponds de manière générale et c'est évidemment, nous, à l'Assemblée nationale, nos votes sont orientés sur ça, que ce soit au Parlement européen d'ailleurs ou à l'Assemblée nationale, et aussi sur lever les contraintes en fait qui pèsent sur le travail. C'est comme ça qu'on avait par exemple soutenu la loi visant à lever les contraintes sur le métier d'agriculteur, qui a été adoptée même si le Conseil constitutionnel l'a partiellement censuré, ou encore bien sûr que nous, il y a plusieurs jours, on avait soutenu le texte qui autorisait les fleuristes et les boulangers à ouvrir le 1er mai, à condition qu'ils paient leur employé double. Ça me paraît normal. On avait évidemment soutenu ce texte-là face à une extrême gauche qui se sont roulés par terre, c'était conduit mais n'importe comment. Ils avaient demandé des interruptions de séance, ils avaient chanté l'Internationale pendant que nous on prenait la parole. On a tenu bon, on a fait voter ce texte qui est passé, mais c'est le gouvernement lui qui a reculé et qui est facilement impressionnable malheureusement par les jérémiades de l'extrême gauche. Donc simplification et une forme de protectionnisme. Exactement. D'accord, vous avez parlé en fait du 1er mai, l'autorisation pour certains de travailler. Ne craignez-vous pas un problème social dans le sens que des patrons pourraient abuser de la situation pour obliger leurs employés à travailler même s'ils ne veulent pas? C'est évident que ça doit être basé sur la base du volontariat et beaucoup de travailleurs ont envie d'être payés double le 1er mai. Et ceux qui sont volontaires, à mon sens, doivent pouvoir y être autorisés, surtout sur certaines, parce que c'est du bon sens aussi. Mais dire les fleuristes par exemple, il y a des vendeurs à la sauvette qui vendent du muguet le 1er mai et eux ils n'auraient pas le droit de faire pareil alors que ça peut être leur plus gros chiffre d'affaires de l'année. Pour certains commerces, franchement la situation c'est vraiment que du bon sens que ce soit autorisé. Il y a des arrière-pensées politiques de chaque camp. D'un côté vous avez donc des gens comme le Parti communiste ou les équivalents qui veulent avoir un petit pécule en faisant vendre, et leurs militants vont vendre dans le muguet, et d'autres qui ont envie de leur taper sur les doigts en profitant pour en faire un coup politique pour les
faut Voilà, les aider. la question, c'est pas les militants communistes, c'est les fleuristes tout simplement qui sont des commerçants, et veut dire qui ont un intérêt à être ouverts le 1er mai, veut dire qui se justifient notamment par la vente du muguet, et que ça me paraît tout à fait normal. Enfin, en fait, laissons les gens qui ont envie de bosser. Voilà, ce sera pour simplifier mon discours politique. Avez-vous fait des accords, avez-vous prévu de faire des accords avec des chefs de branche, des représentants de branches salariales, ou de corps de métier, par exemple avec tous les boulangers, avec tous les charcutiers? Ça c'est de l'ordre du décret. Ce que vous me racontez, c'est pas de l'ordre législatif, donc je vais pas m'engager à vous répondre précisément. C'est de l'ordre du décret. D'accord. Avez-vous une dernière chose à préciser par rapport à cette manifestation? Vive la France qui travaille, vive la France qui produit, vive la France de la puissance agricole et de la grandeur industrielle, et nous retrouverons non seulement notre souveraineté, mais également notre prospérité quand nous aurons réhabilité le travail et la capacité de production. Bon, merci madame. Merci. Alors, bonjour monsieur, pouvez-vous vous présenter? Alors bonjour, je m'appelle David Le Quintrec, je suis patron pêcheur artisan à Lorient et également président de l'UFPA, l'Union Française des Pêcheurs Artisans. Que réclamez-vous aujourd'hui? Déjà de l'écoute de la part du gouvernement par rapport à la flambée du carburant, et qui nous écoute parce que nous on a des solutions à apporter à l'État. Apparemment l'État a besoin de pognon et puis les caisses sont vides, mais nous on sait où en trouver. Donc nous ce qu'on veut c'est qu'on soit reçu à Matignon avec monsieur Le Cornu et qu'on puisse mettre ces solutions là et les structurer tout simplement. Voilà. Que comptez-vous lui demander, ou lui proposer? Lui proposer déjà une microtaxe sur tous les denrées alimentaires qui sont importées en France, qui ne sont pas soumis aux mêmes réglementations que nous. Également faire une microtaxe sur les super profits tel Total, on a vu 50% de bénéfices le premier trimestre. Voilà, pourquoi ça ne servirait pas aux Français tout simplement. Et également qu'on puisse aussi bénéficier de la taxe éolienne qui est répartie dans nos comités des pêches tout simplement. Voilà. Quelle somme cela représenterait-elle en fait pour parler de la taxe éolienne? Combien ça représente en argent? Des millions d'euros. Des millions d'euros, et dernièrement encore en plus le comité national des pêches avait entrepris d'acheter un autre bureau sur Paris à 35 millions d'euros alors que nous sommes en pleine crise. Donc ils lorgnent ce magot-là pour certainement leurs intérêts tout simplement, et puis pas préserver les nôtres, ça c'est sûr. Donc nous ce qu'on veut c'est que cet argent-là serve à ceux qui sont impactés, c'est-à-dire nous les pêcheurs tout simplement, et non nos représentants professionnels qui vivent allègrement sur le dos de ces pêcheurs. Donc en fait, c'est plus au niveau financier et au niveau d'argent que vous comptez intervenir en fait, plus à récupérer de l'argent en fait pour nous, votre ce qu'il y a, c'est qu'une entreprise à la pêche, une entreprise de pêche artisanale, il ne faut pas que le plafond du gasoil dépasse les 65 centimes, parce que sinon l'entreprise n'est plus du tout viable. Et le gasoil, il y a une semaine et demie de ça à Lorient, était encore à 1,30 €. Donc vous voyez, c'est vraiment à fil tendu les entreprises. Et normalement, une entreprise, pour qu'elle soit viable, doit dégager de l'économie. Et là, jusqu'à présent, les entreprises ne dégagent plus d'économie. Et plus il y a de frais de gasoil aussi, et moins il y a de salaire pour les équipages. Donc vous voyez, les entreprises sont vraiment à fil tendu. Est-ce que les autorités ont prévu de lisser en fait, les hausses et d'accélérer la baisse du carburant? Là, le baril de Brent a augmenté à 110 $, donc je pense pas que ça va aller à la baisse, bien au contraire. Dès la semaine prochaine, je pense que ça va reprendre une flambée. Et déjà, ça a recommencé un petit peu à regrimper, donc moi je crois plus au Père Noël, donc, vous voyez. Et donc, pensez-vous que ça aura votre manifestation et vos corps de métier auront une influence suffisante sur à la fois Macron et surtout la Commission européenne? C'est ce qu'on espère, mais de toute façon, plus ça va avec l'association Réveil des Terroirs dont je fais partie maintenant, il y a de plus en plus de corporations de métiers qui nous rejoignent. Et donc le but, c'est que si nous ne sommes pas entendus avec le gouvernement, on fera un appel national, mais sur tout le territoire. Donc voilà, c'est à bon entendeur. Et sous quelle forme ça prendra-t-il? Un référendum ou des actions ponctuelles? Nous, on aimerait bien un référendum, c'est même sûr, et même plusieurs référendums, mais bon, on voit bien dans la démocratie qu'on vit aujourd'hui, pour eux, un référendum, c'est synonyme de, je sais pas, c'est mise à la poubelle en fait, mise à la poubelle, parce qu'on avait les dernières choses. Le dernier référendum qu'il y a eu, c'était pour l'Europe, oui ou non, donc on a vu le résultat, donc voilà. Comment comptez-vous avoir du poids face à la Commission européenne, parce que c'est elle qui décide en fin? Le poids, ce sont les Français qui peuvent le porter, le poids. C'est pas moi tout seul avec mes épaules ou à mes 2-3 collègues, ou les autres, les agriculteurs. C'est tous ensemble qu'on peut faire plier le gouvernement.
gouvernement, tout simplement. C'est les Français dans la rue, c'est les Français qui crient leur mécontentement, leur désarroi, leur colère. Voilà, tout simplement. Pourtant, il y a très peu de personnes. Il y a énormément de médias qui viennent vous parler, mais il y a très peu de manifestants. Hein. Il y a très peu de manifestants parce que déjà d'une, moi dans le corps de métier où je suis, il y en a qui croient plus du tout aux politiques, il y en a qui croient plus du tout, ils croient plus en rien, quoi. Ils sont dégoûtés. Les mecs ils vont en mer parce que ils ont pas le choix, tout simplement. Ils ont plus le choix. Ils sont tenus par le banquier, par le système que nous on veut combattre, tout simplement. On veut chanter ce système-là qui nous oppresse, tout simplement. Pouvez-vous nous parler davantage de terroir? Comment appelez-vous l'association qui vous regroupe, tous ces corps de métier, de terroir? C'est Réveil des terroirs. Réveil des terroirs. Réveil des terroirs. Moi, c'est mon association, c'est l'UFPA, l'Union française des pêcheurs artisans. Et je fais partie de cette nouvelle association Réveil des terroirs. Qui a créé le Réveil des terroirs et pourquoi? C'est mon secrétaire général de l'UFPA, Jean-Vincent Chantreau, qui est également président de Réveil des terroirs. Ah que de pouvoir en fait pour votre groupe. Influent les pêcheurs. Il faut qu'on trouve des solutions pour justement unir tout le monde. Alors on essaye de faire ce qu'on peut, tout petit qu'on est, parce que on est vraiment petit, quoi. C'est la bataille du pot de fer contre le pot de terre, quoi. Pour ceux qui voudraient vous aider, que peuvent-ils faire? Nous soutenir et venir avec nous dans les mobilisations et puis crier la colère aussi que tout le monde crie. Ça va faire du bruit alors, mais est-ce que ça va faire des actions? Par la suite, je pense que si on n'est pas entendu, il y aura des mobilisations, il y aura des actions, ça c'est sûr. Donc voilà. Au bout d'un moment, les Français, là, on les entend pas, ils sont peut-être encore à moitié en léthargie, mais à un moment donné, ça va péter. C'est obligé de toute façon. Là, on se fait raqueter constamment avec l'État. Raqueter, c'est le mot. Raqueter. On est vraiment pris pour des gueux. Le peuple va se révolter très bientôt. De toute façon, on y arrive. Je sais très bien qu'à un moment donné, de toute façon, on peut pas continuer dans ce système-là. C'est plus possible. Qu'en pensent vos concurrents des autres pays, vos voisins? Je pense à l'Espagne, l'Italie, Portugal. Alors, je suis président également de l'AEPA, l'Alliance européenne des pêcheurs artisans qu'on a créée il y a quelques mois en arrière et qui regroupe l'Irlande, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, les Chypriotes. Et le 2 juin, on a rendez-vous justement à Bruxelles pour parler de nos problématiques aux commissaires européens. Et ils ont exactement les mêmes problématiques des pêcheurs européens. Voilà. Souhaitez-vous le diffuser, l'information, pour qu'il y ait un plus de remous par rapport au 2 juin parce que on essaye de le diffuser le plus largement possible, mais bon, après, moi j'ai pas Facebook, vous voyez, je suis encore à la vieille école, donc voilà, j'ai juste WhatsApp et c'est tout. Voilà. Dernière chose, vous souhaitez vous dire une dernière chose avant de partir? Que tout le monde vienne crier leur désespoir, leur colère avec nous, tout simplement. C'est pas en restant sous le canapé qu'on arrivera à changer les choses, tout simplement, il y a plus en nicher dans son coin, point barre. Soyez actif. Merci monsieur. Alors, bonjour monsieur le boulanger, pouvez-vous vous présenter? Alors moi je m'appelle David Fèvre, je suis maître artisan boulanger depuis 26 ans dans les Deux-Sèvres, région anciennement Poitou-Charentes, maintenant Nouvelle-Aquitaine. Pourquoi venez-vous manifester? Parce que j'ai été sollicité par les pêcheurs et les agriculteurs et moi je suis président du collectif des artisans commerçants de France et il n'était pas question de ne pas répondre à cette invitation parce que c'est des filières, on est tous dans les mêmes problématiques. L'énergie, elle concerne tout le monde. Et en tant que boulanger, on utilise des produits de la ferme, des produits de la pêche. Donc c'était évident pour moi d'être là aujourd'hui. Donc vous faites fonctionner les solidarités entre des métiers qui sont liés. Bien sûr, et puis ça permet d'échanger aussi, que ce soit la masse salariale, les charges, les augmentations des produits. On tient le même discours en fait. Nous on utilise moins de gasoil qu'eux, mais par exemple ceux qui viennent nous livrer, après ils répercutent le prix des augmentations sur la facture. Vous voyez, il commence à y avoir des courriers qui circulent. Et puis il y a un petit moment que ça chauffe, donc là on est dans le dialogue. Donc on remercie les médias d'être là parce que c'est eux qui vont porter nos messages. Mais il ne faut pas laisser monter la colère en France en fait. Là la mèche est en train de s'allumer, on sent que ça bouillonne, on sent des gens résignés aussi. Moi il y a beaucoup de gens qui m'ont dit tu vas nous représenter, on te remercie, mais nous on n'a plus la force. On jette l'éponge, on n'arrive plus à vendre nos commerces, voilà. Donc il y a de l'espoir quand même dans notre métier puisqu'on a un beau métier, la France est belle, la France a les plus bons produits du monde, on a le beurre, enfin surtout dans la région, je ne vais pas dire, mais on a le beurre, la farine, on a des produits locaux, jus de pomme, tout ça, donc c'est formidable et on ne doit pas laisser mourir tout et décourager ces acteurs. Qu'est-ce que vous demandez? Quelles seraient les mesures pour en faveur des boulangers qui pourraient
vous aider? Qui nous aide à avoir des prix un peu plafonnés, quoi. Faut essayer de plafonner les prix, par exemple sur l'énergie ou sur les matières premières. Je pense que, alors on va te dire le beurre, il y a un cours, machin, mais je suis sûr qu'il y a des négociations. Et puis après, c'est l'Europe. Tout l'Europe dirige tout, quoi. Je veux dire, arrivé à un moment, c'est bien l'Europe, mais ça avantage, mais ça détruit aussi. Comment comptez-vous avoir une force de pression suffisante sur la Commission européenne pour avoir des mesures en votre faveur? Parce que c'est elle qui décide. Bien sûr, mais bon, là déjà aujourd'hui, il y a beaucoup de médias qui vont relayer nos messages et ils sont pas insensibles au message d'un artisan qui s'est levé ce matin à 2h du matin pour venir ici. Ils vont entendre ce qu'on dit, ils vont entendre les messages de notre colère et ce qu'on demande, c'est qu'ils nous rencontrent, mais il ne faut pas que ce soit une rencontre bonjour, ça va, au revoir. Moi j'ai interpellé Gabriel Attal, il est venu chez moi, il a compris ce que c'était d'être boulanger, il est venu dans mon fournil, on a travaillé sur une commission, on lui a remis un manifeste sur des problématiques et ce qu'on aimerait c'est être force de proposition et on aimerait une réforme sur l'artisanat en profondeur. Il y a longtemps qu'il n'y a pas eu de réforme sur l'artisanat. Est-ce que Attal vous a répondu? Est-ce qu'il a fait une suite à votre proposition? Attal, dès qu'il est sorti de chez moi, il a vu l'homme que j'étais. Il m'a envoyé un message dès le lendemain matin. Il m'a dit c'est mon portable personnel. David, tu peux compter sur moi. Je me suis dit, déjà j'ai pris une capture d'écran, j'ai envoyé à mon député, j'ai dit c'est bien son numéro. Il m'a dit oui, c'est bien le sien. Vérifié, oui. Oui, je me suis dit c'est peut-être du bluff. Et finalement, là, je l'ai interpellé plusieurs fois le week-end. Il m'a toujours répondu en fait. Voilà. D'accord. Et là, j'ai en contact avec Nicolas Dupont-Aignan. Alors moi, nous, on est apolitique. Mais on est obligé d'être dans le dialogue avec ces politiques pour les interpeller. Vous voyez, je viens de faire une photo avec une femme qui vient du Rassemblement national. Et pourquoi j'aurais refusé? Il faut qu'ils entendent notre colère. Il faut qu'ils entendent nos messages, notre détresse. Voilà. Donc vous êtes dans l'optique de contacter le maximum de politiciens pour arriver à avoir sûrement d'influence sur la commission alors? En fait, moi aujourd'hui, j'ai constaté, il n'y a pas si longtemps que ça, pour le vote du 1er mai, j'étais à l'Assemblée nationale, j'étais dans les tribunes. J'étais scandalisé de voir le comportement de certains députés. C'est nos employés, ils oublient, mais ils ne coupent pas la parole comme ça en chantant, en bloquant le dialogue. On doit faire du dialogue, que ce soit le dialogue social ou le dialogue politique, mais il doit y avoir le respect républicain. Donc vous n'avez pas ressenti ça au sein de l'hémicycle? Pas du tout. J'ai trouvé ça scandaleux. J'ai fait une vidéo le lendemain, moi sur les réseaux sociaux, en 28 jours, j'ai plus de 800 000 vues de mes vidéos. Mon compte est suivi et beaucoup ont été dans l'écœurement de ce que j'ai vécu. Parce que ce que vous voyez à la télé, c'est pas ce que vous vivez dans l'hémicycle. Et le député me l'avait dit. Il m'avait dit, tu verrais, des fois c'est très compliqué. On s'entend pas et j'en ai mal à la tête. Voilà. Oui, il y a toujours le paraître et puis le réel, ce qui est, que ce soit le corps de métier d'ailleurs. Voilà. Et là, le 1er mai, ça a été du blabla, beaucoup de discours, beaucoup de papiers, beaucoup de médias, pour pas grand chose en fait. Et maintenant, les inspecteurs, alors on dit qu'ils sont pas reliés au gouvernement, c'est des particuliers. Alors eux, ils ont le droit de travailler, c'est un commerce essentiel ça, c'est un métier essentiel. Voilà, écoutez, un dernier mot pour la fin. Sur quoi voulez-vous insister? J'aimerais que demain, le ministre ou le Premier ministre de l'économie ou le Premier ministre nous convoque. Bon, ça devrait être plus facile, vous avez tellement de numéros de téléphone maintenant de politiciens, ça devrait aller. Le truc, c'est qu'en fait, autour de la table, il faut mettre les fédérations, mais aussi des petites associations. Des gens qui sont dans des petites entreprises, des plus grosses, pour comprendre la difficulté de chacun. Oui, pour faire nombre en fait. Merci monsieur, bonne journée.